Bonsoir, heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour suivre ce magazine Perspective. Perspective d'aujourd'hui va porter essentiellement sur les enjeux politiques de l'heure. Tout naturellement, j'allais dire, la CENI, la succession de Malou Malou et Corneille Nangaa proposé à sa succession ne fait pas l'unanimité. Nous allons parler également de la recomposition de la sphère politique congolaise avec l'avènement de G7. G7+, on n'en sait pas trop bien aujourd'hui. Puis, la déclaration de Sarah Sahel, la sous-secrétaire d'État américain, qui a séjourné récemment ici en République démocratique du Congo. Elle s'est prononcée essentiellement, mais pas exclusivement, sur le respect de la Constitution par les gouvernements, mais également sur les financements des partis politiques, plus spécialement ceux de l'opposition. Sarah Sahel a déclaré que près de 62 millions de dollars ont été déboursés pour financer les partis politiques de l'opposition. Certains Congolais, pas tous certainement, ne sont jamais informés de tout ce qui se passe, j'allais dire, dans les couloirs. Pourquoi? Parce que les bénéficiaires de ces fonds font l'opacité dans la gestion de ces dons ou de ces fonds dont ils bénéficient de la part soit des partenaires, soit de donateurs étrangers. Nous parlerons également du rapport du Fonds monétaire international sur la République démocratique du Congo, un rapport qui a un pan positif, mais également un pan négatif. Le pan positif, c'est que la croissance ou les richesses de la République démocratique du Congo doublent. Le pan négatif, la pauvreté persiste. Elle touche près de 85% de la population congolaise. D'où la question: où passe le fruit de la croissance économique en République démocratique du Congo? Le temps nous permettant, nous pourrons également parler des 70 ans de l'ONU. Quel dividende la République démocratique du Congo a tiré et quelle aura été sa participation dans la vie de l'Organisation internationale des Nations Unies qui a succédé à la Société des Nations. Mais dans tout ça, nous avons appris également que le ministre d'État Bongo, après les enquêtes qu'il a diligentées, il s'avère que 10 milliards de francs congolais ont été récupérés, d'où la question: qui touchait ou par où passait l'argent qu'on a pu récupérer? Mais va-t-on s'arrêter juste à récupérer 10 milliards de francs congolais et ne pas sanctionner ceux qui se seront reconnus coupables? D'où le rôle de la justice dans le développement et l'instauration de la démocratie en République démocratique du Congo. La justice rime avec la culture. Avons-nous une culture congolaise de développement? Avons-nous des nouveaux horizons de valeurs pour dire que véritablement, aujourd'hui, nous sommes Congolais? Pour en parler sur ces plateaux, Maître Jean-Pierre Ilaka, il est avocat et chef des travaux à l'Université de Kinshasa. Il est un cadre de l'ARC de Olivier Kamitatou. Nous allons en parler d'ailleurs. Alors, depuis 2008, Maître Jean-Pierre Ilaka est expert au PNUD. Eh bien, Maître, tout le plaisir. Et pour moi, c'est votre première participation dans Perspective. Bonjour et soyez les bienvenus. Je vous remercie. Première question, Maître. Vous êtes de l'ARC. Comment va votre parti aujourd'hui? Le parti va bien. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un secret qu'il y a quelques semaines, du fait de l'exclusion de ce parti de la majorité présidentielle, un certain nombre de cadres du parti ont cru bien de faire de la dissidence en décidant de certaines choses
en totale contradiction avec la loi sur les partis politiques et avec les statuts qui régissent le parti. Mais je pense que ce sont les douleurs propres à la vie de chaque parti politique qui finiront par se régler, à mon sens. Parce que je suis convaincu que les rapports de force n'est pas en faveur de ces dissidents. Voilà. Et donc, les dissidents, et on n'a pas connu ça seulement qu'au sein de l'ARC. Certains membres du PDC ont dû exclure Ndundo. Au sein de l'UDPS, un groupe de frondeurs, depuis l'étranger, se prononce pour l'exclusion du leader Maximo. Est-ce un nouveau phénomène politique ou est-ce de l'indiscipline ou est-ce de l'inconstance? Comment vous interprétez tout ça? C'est une constante donc dans nos partis politiques, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en désaccord avec la ligne dominante du parti. Je voudrais vous rappeler que appartenir à un parti politique, c'est pas comme si on appartenait à un culte religieux. À une église. Il ne s'agit pas d'un club d'amis. Il s'agit d'une association de personnes réunies autour de valeurs politiques. L'ARC, c'est un parti libéral, c'est-à-dire qui réduit l'émission de l'État à ses fonctions régaliennes et qui laisse une large part à l'initiative privée pour atteindre le développement pour tous. C'est ça le socle de l'idéologie de ce parti. Mais non, c'est une constante dans notre vie politique que lorsque 2 ou 3 individus ne sont pas en accord avec cette ligne du parti, qu'ils essayent de faire parler d'eux en essayant de désavouer publiquement et généralement de manière spectaculaire l'initiateur du parti ou en tout cas les organes établis du parti. Mais comme je vous dis, la vie politique elle est fondée sur le rapport des forces, c'est-à-dire aujourd'hui sur les 15 partis, les 15 députés qui siègent à l'Assemblée nationale au sein de l'ARC, environ 10 ou 11 sont dans la ligne dominante du parti. Ils sont restés fidèles. Exactement. L'essentiel des membres fondateurs du parti, ils sont dans l'ARC. Ils sont dans la ligne dominante qui veut que nous tenions à un certain nombre de valeurs républicaines qui ont été soulignées dans la lettre du G7. Donc, l'ensemble ou la grande majorité des membres du comité directeur sont restés sur cette ligne. Donc, que 4 ou 5 personnes, en totale violation de la loi, je dis, et je le dis avec toute objectivité qu'il sied d'avoir en ce genre de circonstances. Donc, si l'ensemble des instances du parti est sur la ligne qui a été définie et que 4 ou 5 personnes s'en désolidarisent, malgré tout le fracas, à mon avis, c'est un vent qui finira par s'essouffler. Je n'ai pas beaucoup d'inquiétude à ce quand sujet. même 4 députés sur 15, ça peut quand même faire réfléchir parce que ceux-là reprochent à ce qu'on appelle aujourd'hui autorité morale. Il y en a partout, à l'AMP, au PPRD, à l'ARC, au PDC. Dans tous les partis, il y a une autorité morale, c'est la mode. Mais quand on dit que ces fameuses autorités morales ont l'habitude de décider sans consulter la base, ça pose une véritable question du fonctionnement des démocraties au sein des partis politiques. Encore une fois, il faut rétablir la vérité. Parce que ce n'est pas à force de répéter un mensonge qu'il se mue en vérité. Au contraire, où se situe le problème? Du simple fait de son entrée au gouvernement comme ministre, M. Kamitatou quittait les fonctions de président de l'ARC. Un président intérimaire a été nommé. Et intérimaire ou provisoire
Non. En attendant le retour au Chopa. Non, ça ne se passe pas comme ça. En attendant que notamment le Congrès à venir puisse désigner. Voilà. Tout à fait, d'accord. Mais il faut savoir que les organes dirigeants des partis politiques sont approuvés par le ministère de l'Intérieur. Donc, cette situation est consacrée par arrêté ministériel. Comprenez. Donc, le simple fait qu'il soit entré au gouvernement lui enlevait la qualité de président au quotidien. Mais c'est l'initiateur du parti, avec un nombre d'autres citoyens, d'autres militants, c'est lui qui a porté en premier les valeurs du parti. Lorsque, avec d'autres autorités morales, le président du parti politique, il prend position, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement après, que ce soit à l'ARC ou dans d'autres partis, les organes dirigeants se sont réunis et ont apporté leur soutien et leur solidarité à la prise de position qui a été faite. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'une décision de M. Kamitatu. Il s'agit de la position de l'ARC, monsieur, comme des autres partis politiques. À partir de ce moment, c'est faire mauvais procès que de dire qu'il a décidé de manière unilatérale. Primo. Deuxièmement, et je voudrais être dans la logique de ce que vous dites, si tel était réellement le cas, c'est à l'intérieur des instances dirigeantes que ces choses doivent être réglées. L'ARC a un siège connu. Il y a une autorité qui convoque les réunions statutaires. C'est le président désigné. Il s'appelle Konde Vilakikanda, député. Donc, c'est à l'intérieur du parti que ces questions sont discutées. Il est, à mon avis, indécent que quelques personnes mécontentes ou en désaccord avec cette position se réunissent dans un cadre privé pour dire qu'ils désavouent même l'organe qui les a nommés comme vice-présidente ou je ne sais pas à quelle autre fonction. Je pense, à mon avis, on ne va pas trop s'attarder sur ce genre de questions, que cela relève plutôt de l'éthique que d'autres choses, à mon avis. Alors, s'agissant notamment de votre président, d'aucuns pensent que Olivier Kamitatu a fait preuve de traîtrise, trahissant le MLC de Jean-Pierre Bemba, et voilà, qui trahit Kabila, comme dirait l'autre qui a bu boira. Il faut faire la part des choses. Lorsque le MLC a été créé, il s'agissait d'un mouvement rebelle, d'un groupe armé. Il s'est transformé ensuite en parti politique. Pendant que le MLC était une rébellion, diverses personnalités ont accompagné Jean-Pierre Bemba dans sa lutte pour la démocratisation. Une fois que la guerre est terminée, et vous pourrez l'observer aisément, chacun a pu faire des choix. M. Kamitatu a fait les siens, je pense qu'il ne le regrette pas. Il n'y a aucun problème personnel avec M. Bemba, mais je peux vous dire que sur le plan politique, chacun a fait des choix qu'il doit assumer. Maintenant, s'agissant de la relation avec la majorité présidentielle, je ne voudrais pas vous rappeler, parce que vous le savez, la Constitution de 2006, elle a été adoptée lorsque M. Kamitatu est président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Donc, ne fût-ce que sur le plan historique, sur le plan moral, sur le plan personnel, il est en droit de se considérer comme un des géniteurs de ce texte. Quel est l'enjeu aujourd'hui? L'enjeu, c'est de savoir si nous acceptons qu'en cette période où le pays a besoin d'unité, où le pays a besoin de stabilité pour se lancer vers le cap de l'émergence affirmé par le gouvernement de la majorité. L'enjeu, c'est lequel?
est-ce que nous pensons qu'il est bon de prendre le risque de changer les règles du jeu avec la possibilité que tout cela dérape? M. Kamitatu a fait le choix de la stabilité institutionnelle et il a dit non. Si c'est cela trahir, alors il a trahi. Mais je pense que l'essentiel des Congolais sont d'avis qu'il n'est pas l'heure de changer ces règles fondamentales. Je voudrais vous rappeler, M. Luc, que dans tous les pays organisés, le changement de constitution, c'est-à-dire la règle de base qui régit les rapports entre les individus et les rapports de ces individus avec les pouvoirs publics. Le changement de constitution se fait sur la base d'un large consensus. Le pays, le Congo, a survécu à Lumumba, à Kabila, il survivra à Joseph Kabila, il survivra à Kamitatu, à vous, à moi, à Joseph Kabila, à Gizenga, il survivra à mes enfants. Donc, quel est l'enjeu? Si nous pensons qu'il y a des règles du jeu à changer, il faut d'abord qu'elles fassent l'objet de larges discussions, d'un consensus. Le président réunit, comme il a réuni récemment, les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile. Voici ce que j'envisage de faire. De manière générale, c'est d'ailleurs à l'occasion des campagnes électorales. Vous avez appris il y a 2 jours que M. Ouattara dit, avant d'être réélu, si je suis élu, je changerai la Constitution. En votant pour lui, vous votez pour l'engagement qu'il a pris. Et c'est ça qui fait du sens. Je ne suis pas sûr qu'il est dans l'intérêt de notre pays aujourd'hui de changer les règles du jeu, alors même que l'environnement international ne s'y prête pas, alors même que nous semblons être sur la bonne lancée économique, alors même qu'il y a énormément de forces de part et d'autre qui disent qu'il y a des risques inhérents à cela. Voilà un peu. Alors, comme vous parlez de la communauté internationale, changement de constitution ou pas, nous avons suivi récemment la sous-secrétaire d'État américain, Sarah Sayel, s'est prononcée sur 2 choses. D'abord, autour des constitutions, elle dit qu'il ne faudrait pas que les chefs d'État puissent changer des constitutions selon leur convenance. Elle invite les acteurs politiques de la société civile, surtout ceux qui sont au gouvernement, les politiques, à ne pas suivre l'exemple de Nkurunziza au Burundi, j'en passe, et de meilleurs. Et elle dit encore que les États-Unis financent les partis politiques. Près de 62 millions de dollars ont été octroyés à des acteurs politiques congolais. Première question, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une émission quand elle doit commencer à se prévaloir le droit de donner des leçons parce que personne ne le fait pour son pays, les États-Unis? Est-ce que ça lui revient à elle de dire aux dirigeants africains, congolais notamment, touchez pas à la Constitution, c'est pas sa Constitution à elle, ni celle des États-Unis? Bon, écoutez, moi, ce qui me... Il n'y a pas quelque chose de scandaleux. Lorsque la Russie va mener des bombardements en Syrie, les Américains s'octroient aussi le droit de critiquer la position russe. Je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau. Où est-ce que vous le situez? Le problème se situe à quelque chose de même philosophique. Vous savez, notre pays, il s'appelle République démocratique du Congo. Ce que Madame la sous-secrétaire d'État des États-Unis essaie de rappeler, c'est un principe républicain. C'est un principe républicain. Je vais peut-être vous faire un petit cours sans avoir la prétention de vous l'apprendre. Une démocratie, c'est un régime où la majorité décide, en protégeant naturellement les minorités.
Comme vous savez, au nom des principes démocratiques, le monde a produit parfois des dictateurs. Hitler n'a jamais fait un coup d'État. C'est par la voie des urnes qu'il est devenu d'abord Premier ministre, ensuite Premier ministre et président de l'Allemagne. Napoléon a été fait empereur par un plébiscite populaire. Français, populaire. Donc on sait bien que la démocratie est capable de conduire à des impasses. Avec le mouvement dans les pays arabes qu'on a appelé le printemps arabe, c'est posé chez les intellectuels la question de savoir si, au nom de la démocratie, on a le droit de détruire la démocratie. Est-ce qu'un parti islamiste peut prendre le pouvoir par des voies démocratiques et ensuite instaurer la charia dans le pays? C'est ça la question, l'enjeu. On s'est dit non. Pourquoi? Parce que le pendant démocratique, s'agissant de notre parti, de notre pays, c'est une république. C'est-à-dire un régime dans lequel des mécanismes sont mis en œuvre pour empêcher qu'un individu ou un groupe d'individus prennent le pouvoir et s'y maintiennent contre la volonté populaire. C'est à ce titre-là que limiter le nombre de mandats du chef de l'État, ce n'est pas un principe démocratique, mais c'est un principe républicain. De la même manière qu'on refuse qu'un fou ou un failli devienne président de la République, de la même manière qu'aujourd'hui on veut que les mineurs ne votent pas. Au nom de quel principe démocratique? Si nous, tous Congolais, nous voulons être dirigés par un ancien criminel ou par un illuminé, c'est notre droit, direz-vous. On nous dira, les principes démocratiques veulent que nous sauvegardions les bases de ce pays, les bases politiques, historiques, démocratiques, culturelles de ce pays. Et pour ça, il y a un certain nombre de garde-fous à avoir. Il y a un certain nombre d'équilibres à prévoir. Donc, cette dame rappelle un principe républicain. Il ne faut pas croire qu'elle donne des ordres. Si nous sommes suffisamment faibles pour faire la volonté des étrangers, alors prenons ça comme un ordre. Mais je pense que nous sommes un État indépendant, ou en tout cas que nous devons aspirer à l'être, et prenons cela comme un conseil. Deuxième volet, c'est financement des partis politiques de l'opposition. Bon, à mon avis, parce que il vous appartient à vous, la presse, de nous éclairer sur ce genre de questions. Je doute que le gouvernement américain prenne de l'argent pour donner à des présidents ou à des membres des partis politiques de l'opposition de la majorité pour leur enrichissement personnel. En règle générale, il s'agit de leur faire participer à des activités politiques aux États-Unis ou ici et à prendre ces activités en charge. Mais comme je sais de vous dire, il est dans l'intérêt national du pays qu'il y ait de la transparence sur ce genre de choses. Donc il faut qu'on communique sur cela. Et exactement, il y a eu un problème de transparence, mais l'autre problème c'est que où devrait se situer, selon vous, l'indépendance de ces partis qui ne fonctionnent que grâce à des frais qui leur viennent de l'étranger. La majorité crie que bon, vous voyez, ces gens sont dépendants des autres. Ils prennent leur argent, ils croient pouvoir organiser des manifestations sous prétexte que c'est de par la contribution de leurs membres, alors qu'ils sont totalement dépendants de l'étranger. Il faut faire la part de choses. J'essaie de vous dire que la transparence doit être faite sur ce genre de choses, mais il faut faire la part de choses. Les financements qui sont interdits sont ceux qui ont un caractère occulte, comme vous dites, et qui visent in fine à influencer la politique du pays. Est-ce qu'il n'est pas le cas avec ce que nous vivons là? Je ne peux pas me prononcer sur ce genre de choses. Mais il y a des financements qui sont totalement licites et qui bénéficient généralement à tous les partis. Lorsque aujourd'hui l'international socialiste organise des assises, ici ou ailleurs, ou lorsqu'il décide
d'organiser une formation politique en faveur des partis congolais. Le PPRD, qui est un parti socialiste, se retrouvera avec l'UDPS, qui est un parti politique, dans le cadre du même, qui est un parti socialiste, à vocation socialiste, comme bénéficiaire de la même formation. Donc ça me semble assez licite. Ce qui est interdit, ou en tout cas devrait l'être, c'est lorsque des groupes privés étrangers ou des gouvernements étrangers donnent de l'argent ou financent des partis dans le but après d'avoir de l'influence sur la politique congolaise. Ça devrait être proscrit. Cette affaire, la presse d'investigation doit se l'approprier et mener des investigations à fond pour établir la manière dont ces fonds sont gérés. Parce que généralement, les chefs des partis devenus un peu comme des gourous en abusent, en tout cas assez souvent. Je parlais tout à l'heure de la CENI. Malou Malou s'en va et les confessions religieuses, un certain nombre du moins, proposent Corneille Nangaa. Et lui ne fait pas l'unanimité. Vous d'abord, en tant qu'analyste politique, comment jugez-vous la personne de Corneille Nangaa? C'est une personne que je ne connais pas. Je n'ai aucun jugement de valeur sur ce qu'il est ou sur ce qu'il a pu faire. Je n'ai aucun jugement personnel. C'est un protestant. Hier encore dans notre journal, M. Mwenze disait que c'est un protestant, mais il avait été baptisé dans l'église catholique. Mais nous avons brossé dans notre journal son portrait. Il a assumé plusieurs fonctions au sein de la CENI. Et bon, donc c'est, j'allais dire, un fruit de Malou Malou, si je puis dire de manière crue les choses. Vous pensez qu'il peut faire du bon travail? Je voudrais rappeler que l'État congolais est laïque, les citoyens ne le sont pas. Ce qui importe, ce n'est pas qu'est-ce que les uns et les autres ont comme foi religieuse, mais comment ils assument les missions qui leur sont confiées. Ça, c'est de un. De deux, je voudrais me poser 2-3 petites questions. Peut-être qu'elles fourniront une explication à vos interrogations. La première question est la suivante. Est-ce que nous voulons éviter les erreurs que nous décrions dans l'organisation des élections de 2011? Si oui, nous devrons éviter donc le fait accompli et nous devrons éviter que nous soyons toujours à un éternel renouvellement. Primo. Deuxièmement, les confessions religieuses, que je sache, proposent. Il appartient maintenant à l'Assemblée nationale d'approuver la nomination de M. Nangaa. Et je crois, j'ai confiance qu'un certain nombre d'interrogations auxquelles vous me soumettez pourront y être utilement soumises. Encore une fois, je n'ai aucun jugement de valeur à porter sur la personne que je ne connais pas. Là-dessus, je puis dire à l'opinion, aux téléspectateurs qui nous suivent en cet instant, que l'Église catholique s'est réservée et a déclaré ne pas être concernée dans la nomination de M. Corneille Nangaa. Mais est-ce que, maître, croyez-vous que finalement, avec le démembrement de certaines provinces, avec la question budgétaire, avec la question du dialogue, est-ce que vous croyez finalement en la tenue des élections 2015? C'est déjà passé, on n'y parle plus, il ne nous reste à peine que 2 ou 3 mois. Vous croyez qu'en 2016, les élections peuvent se tenir? Dans quelle mesure, dans quelles circonstances? Je crois que les élections doivent se tenir si nous voulons que ce pays aille de l'avant. Ce serait un acte suicidaire et irresponsable que de faire en œuvre et mettre tout en œuvre pour que ces élections n'aient pas lieu. Cela dit, vous voyez, M. Luc, nous avons une fâcheuse tendance, comme Congolais, j'assume, à donner des réponses simples à des questions compliquées et parfois, à l'inverse, à donner des réponses très complexes à des choses assez élémentaires et simples.
S'agissant du financement des élections, parce que c'est une des conditionnalités, une dose de bonne foi des uns et des autres peut permettre de dégager ce qui est nécessaire pour l'organisation des élections indispensables. Je voudrais dire que la Constitution prévoit un certain nombre d'élections, les législatives, les présidentielles, avec des délais connus. Donc, ne pas organiser ces élections pour les pouvoirs publics, pour la CENI, c'est déjà être dans une faute. Ils peuvent avoir l'excuse, s'agissant de moyens, de ne pas organiser les locales, les municipales et j'en passe. Parce qu'ils ne sont pas tenus par un délai constitutionnel. Mais ils n'auront pas l'excuse de ne pas organiser les élections législatives ou les élections présidentielles parce qu'un délai leur a été imposé. Primo. Deuxièmement, s'agissant de la programmation, parce que c'est là le problème du calendrier, si vous voulez. Ce calendrier, il me semble qu'ils doivent être maintenant, compte tenu du temps limité, qu'ils doivent être proposés à la connaissance des acteurs politiques maintenant pour qu'il y ait la possibilité d'amener les modifications éventuelles et nécessaires. D'aucuns pensent que cela doit être discuté lors du dialogue. Je ne sais pas sous quel format tout ça doit se faire. Je sais simplement qu'il est du devoir de la CENI de proposer un calendrier électoral. On n'a pas besoin d'un dialogue pour proposer un calendrier. On a peut-être besoin d'un cadre. Si ce cadre se focalise uniquement sur le processus électoral et qu'on ne parlera que du processus électoral, qu'on l'appelle dialogue, qu'on l'appelle je ne sais pas comment, il faudra l'organiser. Mais à ce moment, il n'est que technique à mon avis. C'est-à-dire les acteurs politiques, la CENI, la société civile, mais autour de la question électorale. Si le dialogue déborde du cadre de l'élection, je pense qu'à ce stade, il devient inopportun. Est-ce que vous avez l'impression, maître, que le gouvernement ayant initié les démembrements des provinces, on est passé des 11 à 26, s'étant engagé sur la piste du dialogue, et puis les élections en perspective, avez-vous l'impression qu'on a pris beaucoup de choses pour un temps qui ne répond pas véritablement à sa réalisation? Oui, je crois sur ce point, et c'est un avis très personnel, qu'il y a eu peut-être une erreur d'appréciation. Je parle d'abord du découpage territorial. Vous savez que la province orientale est plus vaste que l'Allemagne. Vous savez que l'actuelle province du Kwilu, deux fois la Belgique. Deux fois la Belgique. Tout à fait. Mais la Belgique, c'est depuis la fin des années 60 qu'ils sont dans un processus de fédéralisation. Comment, même avec la plus grande bonne foi, vous imaginez qu'en une année, vous pouvez créer la province du Kwilu? Je vous informe qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il y a de fortes probabilités que le gouverneur de cette province n'ait pas un véhicule de service, et j'en passe. Je crois, à mon avis, qu'on aurait fait œuvre utile en décidant d'une provincialisation progressive, c'est-à-dire que les acteurs politiques se mettaient d'accord dans le cadre de la Constitution sur le principe de la décentralisation, de la régionalisation, si vous voulez, mais après, on s'engageait à créer sur chaque législature 4 provinces, par exemple, jusqu'à l'horizon de 15-20 ans, avoir le format final de la décentralisation que nous avons. C'était une erreur, à mon avis. Alors, maître, nous avons suivi, il y a maintenant 1 semaine et demie, 2 semaines, le FMI, le Fonds monétaire international, publie un rapport sur la République démocratique du Congo, je l'ai dit tout à l'heure. Les richesses doublent, la pauvreté persiste et s'enracine. La croissance avoisine les 2 chiffres,
Mais même le chef de l'État l'a dit, cette croissance ne se sent pas dans le vécu quotidien de la population congolaise. Où passent, d'après vous, les fruits de la croissance? Bon, à mon avis, l'erreur psychologique du gouvernement du Premier ministre Matata, l'erreur psychologique, c'était de croire que c'est un gouvernement chargé de la macroéconomie. En fait, c'est une erreur et je la situe au niveau psychologique. Et pourquoi psychologique? Parce que la macroéconomie, aujourd'hui c'est un fait, tous les partenaires internationaux reconnaissent que les efforts sont conjugués, et seulement il y a un petit pan, peut-être le plus important, je n'en sais rien, que cette richesse n'est pas inclusive. Oui, je termine justement, parce que la croissance, ce n'est pas une fin en soi. La croissance économique n'est pas une fin en soi. C'est toujours un moyen, soit pour réduire les dépenses publiques, parce que vous avez plus de revenus, donc vous pouvez vous permettre d'avoir des dépenses en plus ou en moins, ça dépend. Soit pour réduire le chômage, soit pour engager des programmes sociaux ambitieux, et j'en passe. Donc, pour avoir fait de la croissance une fin en soi, on se retrouve dans cette situation parce qu'elle met notre gouvernement devant un certain nombre de contradictions. Je voudrais terminer. Allez-y, maître, allez-y. Primo, elle laisse sous-entendre qu'il y a énormément de richesses qui sont produites, mais qui ne bénéficient qu'à une minorité à identifier. Deuxièmement, elle laisse entendre que ce gouvernement est bon sur le plan économique, mais qu'il a des efforts à faire sur le plan social, sur le plan culturel, sur d'autres plans. Et ça me semble relativement grave. Pourquoi? Parce que lors des scrutins à venir, le critère d'appréciation du gouvernement ou des élus, ce n'est pas les chiffres qui sont donnés par le FMI. Même si je dois reconnaître que ce gouvernement a accompli un certain nombre de choses, effectivement en termes d'infrastructures et j'en passe, mais ce n'est pas ça la mesure de l'action politique. L'action politique n'a de finalité que l'amélioration du bien-être des populations. Vous avez beau avoir toutes les statistiques de votre côté, si cela ne se ressent pas sur le vécu des uns et des autres, il s'agit d'une action, j'allais dire inutile, mais c'est pas loin de là. Maître, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, ils signent des contrats pour la concrétisation du projet Inga 3, Grand Inga. Est-ce que ce n'est pas pour justement vous rencontrer dans votre préoccupation autour du pan que le gouvernement semble négliger jusqu'à présent selon vous? Est-ce que ce n'est pas ça? Inga 1 et Inga 2 passé, oui. Maintenant cap sur Inga 3, le grand Inga, j'en passe. Monsieur Luc, l'Afrique du Sud est en cohérence avec son plan stratégique. Vous savez qu'il y a de plus en plus de pression sur les énergies fossiles. Et aujourd'hui, l'essentiel de l'alimentation en électricité de l'Afrique du Sud repose sur le charbon et sur le nucléaire. Et ils savent qu'à terme, ça va être intenable, ou ce sera à des conditions prohibitives. Donc, ils essayent de se réorganiser pour avoir l'énergie renouvelable, bon marché, qui est là éternellement. Inga notamment. Donc, eux, ils sont dans une vision stratégique. Je note d'ailleurs que sur la production prévue de Inga 3, l'Afrique du Sud aura plus de la moitié de ce qui est prévu. Ce qui me semble grave parce que, même en termes de communication, il n'y a pas un effort pour dire à ces populations du Bandundu, du Kasaï, sur lesquelles vont passer les lignes, pour leur dire que ça va vous profiter aussi, qu'à l'horizon 2025, il n'y aura pas un seul village dans l'obscurité. Je voudrais simplement rappeler à vos téléspectateurs que de l'Équateur, à part la pointe nord, toutes les grandes villes, Mbandaka, Kikwit, Mbujima et tout, sont dans l'obscurité, dans le noir.
J'ai visité toutes ces villes, je confirme. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez, comme politique, dire à vos populations? Vous voulez en faire un bénéfice quand vous dites j'ai signé un contrat de 10 milliards de dollars avec l'Afrique du Sud, alors même que parallèlement il n'y a pas un plan ambitieux pour dire à l'horizon 2025 nous allons accroître la part de personnes accédant à l'énergie de 3% actuellement à 17 ou à 20. Je pense que même en termes de communication, c'est le genre d'information sur lequel il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Moi j'ai entendu l'ancien ministre de l'énergie Bruno Kapanji qui parlait de villages assainis, villages modernes, et où ce seraient des villages qui seront dotés de l'énergie, que ce soit l'énergie solaire ou autre. Mais bon, ma foi, est-ce que c'est pas déjà une préoccupation, une porte ouverte? Non, mais c'est une bonne idée si ça ne reste pas au niveau des intentions. Parce que, regardez, nous avons une énergie gratuite, l'énergie solaire. Il était envisageable que des entreprises d'État comme la SNEL passent des partenariats stratégiques avec des grandes firmes chinoises, italiennes ou allemandes pour dire, voilà, dans les villages les plus petits où c'est quand même plus lourd de mettre des lignes de transport d'électricité, au lieu de faire cela, nous allons favoriser l'acquisition de panneaux solaires, de convertisseurs, et qu'il y ait une garantie de l'État, qu'ensuite les factures soient payées par ces populations, même si c'est à des taux très faibles, pour permettre à chacun d'accéder à l'énergie. Ben, on a besoin d'imagination dans ce genre de domaine-là. Maître, il nous reste moins de 5 minutes. Exactement. On va aller un peu plus rapidement. Allons-y. Le ministre Bongo lance une enquête de suite de paiements pas clairs. Les résultats ont été rendus publics ce week-end. Près de 10 milliards de francs congolais récupérés. C'est quand même une bonne chose. C'est une très bonne chose, oui. L'observateur averti se demande, oui, mais il doit y avoir des gens ou un personnel par où tous les milliards perdus sont passés. Est-ce qu'il suffit de récupérer les 10 milliards et de dire ça y est, nous avons récupéré, on va réaffecter ou on va réinvestir dans ceci? Ou est-ce qu'il faut poursuivre les auteurs qui se sont rendus coupables de détournement de ces milliards de francs congolais? Il faut faire tout ça à la fois. Il faut empêcher que cela se répète, parce qu'on connaît un peu les circuits qui permettent ces détournements. Et il faut que la justice fasse son travail. Je voudrais, donnez-moi une minute pour donner mon sentiment personnel. Vous savez, à la différence du président de la République qui est réélu tous les 5 ans, des députés qui le sont dans les mêmes conditions, les juges, les magistrats en général ne sont pas élus. Donc, l'attachement à la valeur de la justice et la confiance qu'on y porte est aussi tributaire de la qualité, j'allais dire, pas seulement intellectuelle, je la présume, mais aussi morale de ceux qui animent cet appareil judiciaire. Voyez? Sinon, on pourra tout dire, on pourra tout faire. Nous sommes en train de perdre du temps parce que là, il y a des efforts qui sont faits pour améliorer le climat des affaires, dit-on. Mais quels sont les deux piliers du climat des affaires? C'est la stabilité politique, c'est la sécurité juridique et judiciaire. Tout à fait. Si la justice n'est pas capable de se saisir de ce genre de cas et qu'elle est encline à juger des choses parfois un peu plus superflues, alors on n'a rien à attendre. Faut-il réviser le système judiciaire de notre pays? À mon avis, à moyen et long terme, il faudra envisager de nouveaux instruments d'indépendance de la justice. Moi, et ça c'est un avis personnel, je suis pour que les chefs des institutions judiciaires, les chefs de parquet, des tribunaux, soient élus par un corps électoral à définir, qu'ils soient élus et qu'à ce moment, leur dépendance vis-à-vis du pouvoir... Ce corps électoral serait constitué de qui? Du citoyen lambda ou de magistrats, des avocats? Ça peut être les magistrats,
les syndicats de magistrats, ça peut être les corporations d'avocats, les organisations du personnel administratif attaché à la justice. On va définir ça, mais ça c'est une mesure parmi beaucoup d'autres pour lui assurer une certaine indépendance. Dernière question. J'ai parlé tout à l'heure d'une certaine culture congolaise qui ferait ce que l'on peut appeler le cachet spécifique du Congolais. Oui. Et ce serait une culture pour les développements, pour la démocratie. Oui. Est-ce que cette culture existe dans notre pays ou faut-il la créer? Je pense qu'elle existe et il faut seulement l'affiner un peu. Vous savez, Solzhenitsyn, quand on lui demande comment rebâtir la Russie, il a eu deux pensées. Il dit, Monsieur le Président, identifions les valeurs qui nous sont propres. Qu'est-ce que c'est que d'être russe? Qu'est-ce que c'est que d'être congolais? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que d'être Muluba ou Mungala, mais en étant congolais? Qu'est-ce qui fait que je suis congolais où que je sois? Les valeurs qui nous unissent. Deuxièmement, nos intérêts importants. Si les valeurs se conjuguent avec ce que nous considérons comme important pour nous, nos intérêts vitaux, à ce moment, je pense que les actions politiques auront du sens et pourront porter le fruit. Mettez le pays en perspective, maître. Regardez votre caméra. Comment voyez-vous la République démocratique du Congo demain et après-demain? Et on termine par là. Moi, je voudrais que ce pays s'arrête un instant, qu'il réécrive son histoire, qu'il se donne, quels que soient les bords politiques, l'ambition d'être la plus grande nation en Afrique centrale ou en Afrique, nous en avons les moyens, et que surtout, nous essayons de nous élever au-dessus de la médiocrité qui semble nous caractériser aujourd'hui et qui fait qu'un pays aussi grand et aussi riche est à la traîne des nations. Il suffit d'en avoir l'ambition, il suffit de mettre les personnes capables aux endroits qu'il faut. Et je crois que ça peut faire de nous un grand pays. Maître Jean-Pi Ilaka de tout cœur, je vous remercie. Je dois vous dire que j'ai été intrigué par votre calme olympien et par, j'ose croire, une certaine dextérité dans l'analyse de faits politiques, économiques, juridiques, sociologiques et culturels de notre pays. Les portes de perspective vous sont grandes et ouvertes. Revenez toutefois quand vous en avez besoin. Je vous recevais, première participation. Je vais laisser aux téléspectateurs d'en juger parce que nous sommes les serviteurs du peuple. Une fois de plus, merci et plein succès dans ce que vous entreprenez et pour vous-même et pour la République. Au revoir. Je vous remercie de m'avoir invité et je suis disponible quand vous aurez besoin de nous. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci.